comment tu manges sans main, comment tu vas aux toilettes sans main, comment tu fais l'amour sans main, sans pied sans main. J'en sais rien en fait. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue dans mon incroyable histoire. Merci. Lucie, ton histoire et ton courage m'ont scotché et je me suis dit qu'il fallait absolument que tu nous expliques comment on se relève quand on est descendu tout en bas, si proche des ténèbres. Il y a quelques années, tu as 40 ans et tout pour être heureuse, une famille avec 3 enfants, un super job, tu voyages partout dans le monde, mais un beau jour, tu quittes tout et tu pars loin, au Gabon. Ce voyage devait être une parenthèse, en fait, il va faire basculer ton destin. Car à ton retour en France, tu es plongé dans le coma et à ton réveil, tu es face à un choix cornélien, être amputé ou mourir. Tu choisis de vivre, même si la vie ne sera plus jamais la même, sans tes pieds, sans tes mains. Il faut tout réapprendre, à marcher, à manger, à toucher, à vivre. Mais ce qui est incroyable dans ton histoire, c'est que tu sors grandi, je crois, de cette tragédie. Il y a de la grâce dans l'horreur, c'est toi qui le dis, comme si tu étais plus épanouie, plus Lucie que dans ta vie d'avant. Ma vie d'avant, c'était une vie réussie, entre guillemets, dans le sens où j'avais un conjoint gentil, 3 enfants en bonne santé, une maison, un emprunt à la banque, 2 voitures, un poste en CDI. Tu es cadre dans une grande entreprise, tu voyages beaucoup, tu vends des produits cosmétiques, c'est Oui, ça? c'est ça. Tu voyages beaucoup sur différents continents. Mm. Donc tu as à la fois le mouvement, ça bouge, l'aventure, et en même temps la stabilité chez toi quand tu rentres en famille. Ouais, alors j'adorais ce boulot. J'ai beaucoup aimé ce boulot, je l'ai fait 12 ans, jusqu'à l'âge de 39 ans, où je me rends compte que c'est toujours aller dans un pays, chercher un partenaire, négocier un contrat, signer un plan de com. Ah oui, tu trouves ça Au décevant. secours, quoi. Ouais, je m'ennuie. Tout emmerde, toute contrarie. Non, mais je continue à venir au travail en disant bonjour, en souriant. Dans mon couple, ça va plus. Ça fait 22 ans que je suis avec lui et je me rends compte que c'est tombé aussi. Mais ça se fait pas de quitter quelqu'un après 22 ans. Et puis j'ai 3 enfants, ils vont être malheureux. Donc il y a tout ce poids social de ça se fait pas. Bon, et là c'est plus fort que toi, tu vas prendre une décision radicale, tu vas carrément tout quitter, quoi, tout balancer. Je rencontre un Gabonais et donc on se met ensemble et au bout de 2 semaines, je quitte mon conjoint. Tu l'as rencontré en France, Ouais. il vivait en France. Ouais. Rapidement, on habite ensemble. Il est artiste, donc c'est magnifique parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de exploiter mes talents de danseuse et de pianiste que j'ai jamais exploité finalement. Je me dis, tiens, peut-être que je vais pouvoir, comme il le propose, être sa pianiste, faire les claviers, faire les chœurs, danser dans sa troupe, et c'est ça qui se passe. Tu pars de ton travail où tu vendais des produits cosmétiques. Ouais. Tu pars de ta famille. Non, on regarde alterner, quoi. Et je me lance dans ce qui est pour moi une aventure. Je me dis, c'est ça ma nouvelle vie. Sauf que je me rends compte rapidement que son projet, c'est la polygamie. Et ça ne fait pas prendre tes jambes à ton cou? Non, parce que je me dis, ça va pas durer. Il y a cet orgueil qui te fait dire, moi, je vais le changer. Et puis, je vais pas changer que ça. Je vais changer aussi sa violence verbale, les humiliations, tout ça, la haine qu'il porte en lui, qui me retombe dessus régulièrement. Ça, c'est dès le début? Pas tout de suite, mais en 3-4 mois, 4-5 mois, je comprends à qui j'ai affaire. Sauf que ça se referme. Je n'arrive pas à en sortir, quoi. Il y a un mécanisme qui fait que il arrive à te convaincre que sans lui, tu n'es rien. Rien du tout. Et pourquoi ça fonctionne? Alors déjà parce qu'ils ont un talent. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce que la responsabilité qu'on a là-dedans, c'est que moi, j'ai vu à quel point la femme autonome, dynamique, féministe que je jouais avant, c'était une belle façade. Donc je vis un enfer. Ma famille le voit, mes amis le voient, mais moi je le vois. Mais je reste. Au bout de 2 ans de relation, alors même que ça va pas et que tu parles d'un enfer, tu décides de partir. Donc dans quel but vous partez? L'idée, c'est d'aller voir sa famille, son pays, parce que j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique, mais très peu l'Afrique francophone. Pour moi, c'est une joie, parce que je me dis, je crois que ce voyage va arranger les choses à ce moment-là. Sauf que quand tu as des problèmes et que tu te déplaces, tu emmènes tes problèmes dans ta valise. Vous y passez combien de temps au Gabon? On y passe un mois. Comme en France, en public, c'est un homme généreux, un grand orateur, et en privé, c'est différent.
Tu découvres aussi la polygamie, Ouais. le système patriarcal. Je vois en effet, surtout dans les villages, c'est totalement assumé. C'est-à-dire qu'on peut en public se féliciter d'avoir une dizaine de maîtresses. Et c'est pas un problème. Au Gabon, tu sais que le paludisme est là, et il y a des cachets contre le paludisme. Est-ce que tu en prends? En fait, c'est un traitement que tu dois prendre une semaine avant le déplacement, pendant le déplacement et une semaine après, à peu près. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est ça. Et ça a des effets indésirables, donc diarrhée, nausée. Et sur le foie, à long terme, c'est pas dingue. Donc je m'étais renseignée et on m'avait dit localement, mais arrête de le prendre, le paludisme, tu vas rester au lit au pire 1 mois, 2 mois, c'est bon, t'inquiète. Donc ne le prends pas, personne ne le prend ici. Et je discutais aussi avec des Européens qui voyageaient, qui travaillaient aussi en Afrique, anglophones ou francophones, qui me disaient mais personne ne prend ça. Donc, alors que j'étais au courant que le paludisme tue. Donc là, toi, tu t'es dit, bon, les moustiques, ok, ils vont me piquer, mais ça ne sera pas... oui. Tu n'y penses pas du tout. Non, je suis omnibulée par l'enfer que je vis. C'est ça qui compte, le reste, de te préserver d'une maladie, etc., ça passe complètement au-dessus. En tout cas, toi, tu prêtes pas attention à ces boutons de moustiques. Pas une seconde, tu te dis que tu as été victime de quoi que ce soit. Non. Vous rentrez en France, tous les deux. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ton retour? Au bout de 5-6 jours, petit état grippal, ils sont pas bien, des petits frissons, un petit peu mal à la tête. Un rhume, au pire une grippe. Et alors, un Doliprane, une tisane, je me couche, et voilà. Sauf que je me lève pour aller aux toilettes, j'ai envie de vomir, et là je tombe dans les pommes, je perds connaissance. 1 fois, 2 fois, 3 heures après. Et dans la nuit, je me dis, ça va pas, quoi. Et donc je vais chez le médecin le lendemain matin. Et mon conjoint gabonais doit me porter. Je peux plus, je peux même pas tenir ma tête, en fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai 42 de fièvre, j'ai 6 de tension, donc je tiens même pas assise. Et là, vite, on m'envoie aux urgences. Et, on me passe le dossier, on me dit qu'on va me monter en réanimation. Je dis, les gars, en réanimation, vous déconnez, c'est quoi? J'y crois toujours pas que c'est grave. Mais on m'a rien dit. J'ai très mal aux pieds, j'ai très mal aux mains, je comprends pas pourquoi par contre. Très très froid, vraiment comme si c'était dans la glace en fait. Et la fièvre ne baisse pas. Mais je me dis, ça va, enfin, je suis pas en train de mourir, quoi. Donc la réanimation, il s'ennuie dans cet hôpital, décidément, tu vois. Et j'entends, on passe le dossier d'un interne à un autre interne, et j'entends, bon, c'est un paludisme 7%, je crois, ou je ne sais quoi. Là, je dis, bon, ok, c'est un paludisme. Bon. Il monte en réanimation, et moi, je connais la réanimation, parce que j'ai accouché de ma première fille à 6 mois de grossesse, donc elle a fait un séjour là-dedans. Et donc, si tu veux, il y a le petit écran avec la ligne bleue, la ligne jaune, la ligne verte. Et moi, je les connais, ces lignes. Je sais très bien ce qu'elles veulent dire. La fréquence cardiaque, le taux d'oxygène et la fréquence respiratoire. Et là, on me branche. Là, je me dis, il y a un truc que j'ai pas compris. Là. J'appelle une interne et je lui dis, excusez-moi, est-ce que c'est grave? Et elle me dit, oui, c'est grave. Elle a un masque à ce moment-là. Elle me dit, oui, c'est grave. Et je la regarde, je dis, mais c'est grave comment? Je vais pas mourir quand même. Moi, je ris, hein. Je lui dis comme je te le dis là. Sauf que je vois à ses yeux, elle rit pas du tout. Et elle me dit, écoutez madame, vous avez attrapé un paludisme de forme sévère. Il a déjà attaqué vos reins. On va devoir vous mettre sous dialyse parce qu'ils vont s'arrêter. Votre foie est touché. Et bientôt les poumons vont être touchés. Si ça continue de monter encore jusqu'au cerveau, si on n'arrive pas à arrêter la progression du parasite avant qu'il n'atteigne le cerveau, c'est la mort. Je te dis ces mots exacts. C'est la mort. C'est ça que j'ai entendu. Là, t'arrêtes de rire. J'arrête de rire. À ce moment-là, tu peux pas. Tu peux pas digérer l'info là. Tu peux pas comprendre l'ampleur de l'information. Comme la fièvre baissait pas, on me mettait en sous-vêtements avec des poches de glace partout sur le corps. J'avais froid. J'avais toujours mes pieds et mes mains que je commençais à plus sentir. Ça, on t'explique pourquoi à ce moment-là? On me dit rien. Mais je me rappelle pas trop de ces moments. Je me rappelle que je pleurais. Je me rappelle que ma vue était brouillée par les larmes en fait. Et je me contorsionnais. En même temps, je ne pouvais pas trop bouger parce que j'étais reliée à tellement de machines. J'avais 10 seringues. Tu sais, les seringues de réanimation, elles font cette taille-là. Et elles sont grosses comme mon bras, en fait, mais elles font cette taille-là. Donc j'en avais 10 à droite, 10 à gauche. Et ça, c'était les traitements. On m'a bombardée. Et donc là, tu comprends que c'est un truc super grave. Je comprends que c'est grave, puis je me sens vraiment mal. En fait. Tu sens que tu peux mourir. Ouais, là, je comprends. Là, je comprends. Et puis, au bout de 2 jours, il y a un interne ou un médecin, je sais pas, quelqu'un qui se penche au-dessus de moi. Il a une charlotte bleue, un masque bleu. Et il me dit, on va vous endormir, madame. Et quand il me dit ça, je me dis, ça y est, ça va s'arrêter, quoi.
Et quand il me dit pas on va vous mettre dans le coma. Il me dit on va vous endormir. Mais tu comprends. Tu comprends que là on va te mettre dans le coma. Je sais que j'ai des enfants, je sais que j'ai un compagnon, je sais que j'ai des parents, une famille, des amis. Je pense même pas une seconde que je devrais les appeler, au cas où. Au cas où ce serait la dernière fois que je leur parle, en fait. Tu n'y penses pas? J'ai tellement mal, je veux que ça s'arrête. S'il m'avait dit on va vous euthanasier, madame, j'aurais dit oui, tout pareil. Donc tu es endormi, soulagé, j'imagine ça dure 2 secondes quand il te met le masque, tac, Ouais, tu ouais. pars, Mm. et tu es dans un coma artificiel qui va durer combien de temps? 3 semaines. On essaie d'abord de me réveiller au bout d'une semaine ou une dizaine de jours, je ne sais plus. Ils parviennent à me réveiller, mais je suis pas prête. Apparemment, je résiste, je me bats, je deviens tarée, quoi. Mais taré, ça veut dire quoi? Je me bats contre les câbles, les médecins. En fait, ce qui est compliqué pour eux, c'est que plus longtemps ils vont te laisser dans le coma, ça a beau être un coma artificiel, c'est un coma quand même. Donc, 1, tu peux ne pas te réveiller. Et 2, les séquelles sur le cerveau, plus longtemps tu es dans le coma, plus elles peuvent être lourdes. Donc, ils m'ont rendormie. Mon diagnostic vital était engagé. Je sais qu'il y a un moment, ma famille m'a dit ensuite, il y a un jour, on s'est dit que c'est la dernière fois qu'on te voyait. Parce que tu étais grise. Physiquement? Ouais, tu étais grise. Et là, on s'est dit, on n'est pas sûr de la revoir demain. Ça, c'était pendant ton coma? Ouais. Il disait à mes parents, en fait, là, elle est sur une corde raide. Soit ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Et pendant 3 semaines, ils ne savaient jamais de quel côté ça a basculé. Et donc, ils décident de me réveiller au moment où ils voient que, ça y est, on l'a récupéré, en fait. C'est bon. Et ce qui se passe à ce moment-là, après 3 semaines, tu te réveilles, est-ce que tu as des souvenirs? Assez rapidement, ils vont te mettre face à un choix Ouais. qui paraît complètement cornélien. Ouais. Alors déjà, quand tu te réveilles du coma, tu sais pas que tu étais dans le coma, toi. Tu sais pas qu'il s'est passé 3 semaines. Toi, tu crois qu'on est demain, mais le demain de hier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, non, tu comprends que non, on est au mois d'avril. On est le 5 avril 2023. Tout le monde a les larmes aux yeux. On dirait qu'il y a un truc qu'on me dit pas. On n'arrête pas de me dire que les médecins vont venir me parler. Moi, quand je regarde mes pieds et mes mains, c'est tout noir. Je les sens plus. Noir. Noir, tu vois les momies? Comme ton... Ouais, noir. Bah, tu vois les momies, un noir marron, très très sombre. Et en même temps, j'ai le souvenir de l'expérience que j'ai eue dans le coma. Donc je reviens avec ce souvenir que, ok, en fait, c'est une expérience ici. C'est une expérience ici. C'est une expérience ici. C'est-à-dire que les événements de la vie ont une raison. Oui, en apparence, mais mon Dieu, mais c'est horrible, là. C'est quoi ce cauchemar? Et de l'autre côté, tu as quelque chose d'extrêmement serein. Oui, pleure, crie, indigne-toi, ce que tu veux. Mais un jour, tu verras. Je sens ça à ce moment-là. T'as mal, tu sens, tu sens plus rien. Je sens un peu à l'intérieur, à la jonction. Tu vois, la jonction était ici. Je me suis fait amputer ici. La jonction entre la partie saine de mon corps et la partie morte. Et la jonction fait mal. Parce que tu as encore les nerfs de la partie vitale, la partie vivante, qui sent la nécrose, en fait. Donc, je sentais à ce niveau-là des choses étranges, un durcissement, comme des lames de rasoir un peu. C'était bizarre. Tu te dis, ils vont m'amputer déjà ou... On me le dit vite. Le médecin vient vite me voir. Je lui dis, excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer pour mes pieds, mes mains? C'est quoi? Et là, il me dit, écoutez, votre système immunitaire a pris une décision. Vos organes vitaux étaient attaqués. Il y avait besoin de sang pour protéger vos organes vitaux, pour les nourrir. On vous a transfusé près d'une dizaine de fois, mais ça n'a pas suffi. Donc le système immunitaire a pris la décision de prendre le sang dans les parties non vitales, les pieds et les mains, et de mettre ça autour des organes vitaux. En fait, ça t'arrive tous les jours quand t'as froid. Tu vas dans la rue, tu sais, des fois t'as les mains froides, t'as les pieds froids. Eh bien, en fait, le corps enlève le sang de ces parties-là, les met autour, et puis autour de tes organes, et dès que tu rentres dans une pièce où il fait chaud, ou dès que tu mets un manteau, c'est bon, ça revient. Sauf que quand ça dure trop longtemps, ça fait un effet de momification. Ça sèche. Et toi, ça a duré des semaines? 3 semaines. Le temps que l'attaque du parasite se réduise. Donc on te dit à ce moment-là qu'il faut faire un choix? Non, t'as pas le choix. Les médecins te disent quoi? Ils te disent vos mains, vos pieds, voilà, le système s'est défendu. Ouais.
Donc vous êtes en vie, Ouais. mais la contrepartie, c'est que... Si vous ne voulez pas risquer la septicémie, il faut amputer. Ces parties du corps sont mortes, donc elles sont extrêmement vulnérables aux bactéries, aux virus ambiants, parce que le système immunitaire n'a plus accès à ces parties-là. Par contre, les bactéries et les virus ont accès à ces parties-là pour rentrer dans votre corps. Infection du sang. Mais est-ce qu'il y avait une chance de les sauver? Je dirais, non, elles étaient mortes définitivement. C'était sec, c'était dur comme du bois. Quand je les tapais l'une contre l'autre, ça faisait deux bruits de bouts de bois qui se tapent l'un contre l'autre. Et autant tes mains que tes pieds, les deux, le même processus. Alors les pieds étaient moins atteints, mais il y avait une plaie qui commençait à être pas belle, comme un début de signe d'infection. Et là, j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit, attends, là, je viens d'apprendre que j'ai failli mourir. Là, j'ai de nouveau le risque de mourir, sauf que là, on me prévient et on m'explique que je peux empêcher ça. Je serais qui si je dis non? Donc, on m'a dit, voilà, soit si vous amputez pas, ça va mal finir, c'est sûr. Donc, on va dire qu'on te demande parce qu'il faut que tu signes le paplard, tu vois. Je veux dire, bien sûr que non, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Sinon, c'est du suicide. Tu sais, d'habitude, quand il t'arrive quelque chose de terrible, tu te dis, allez, il peut me rester juste le droit d'en finir. Eh ben, même pas. La vie m'avait même pas laissé ça. Et je me rappelle, j'ai jamais pensé au suicide, mais j'ai ri quand je me suis rendu compte que même ça, c'était pas possible. T'as ri à l'hôpital? Non, des semaines après. Ouais, des semaines Quand tu es à l'hôpital et que tu comprends qu'on va t'amputer des mains et des pieds, c'est ça Ouais. qui t'est dit, hein. Ouais. On doit prendre cette décision. Ouais. Là, t'as pas envie d'en finir. Non. Et t'es déjà dans le coup d'après, toi, ou t'as une espèce de descente, Une descente. une descente Ah ouais, où tu une vis descente. quoi? T'as l'impression que t'es dans une dimension parallèle, en fait. T'entends les voitures qui roulent dans la rue, t'entends les pas des infirmières, t'entends la vie est comme avant, hein, autour de toi. Mais toi, t'es pas dans ce monde-là, en fait. On est mercredi, je viens de voir le chirurgien pour les pieds qui me dit « Madame, il y a une plaie qui est pas belle, il faut vraiment se dépêcher, quoi. » On a un créneau vendredi de labo, de chirurgie, mais il faut que vous nous appeliez avant 17h pour qu'on puisse le réserver pour vous. Il est 14h à ce moment-là. Je suis revenue dans ma chambre d'hôpital. Je me dis, j'ai 3 heures pour prendre la décision. Et là, je pleure, je passe par tous les étapes. J'appelle mon père, qui me dit, tu sais, Lucie, évidemment, nous, on va te dire qu'il faut amputer. On le sait depuis le départ. On le savait avant ton réveil. Mais c'est pas mes mains, c'est pas mes pieds qu'on va amputer. C'est les tiens. Donc, c'est compliqué pour moi de te dire quoi faire, quoi. Mais son avis m'a quand même servi parce que c'est une personne de confiance, mon père, pour moi. Et puis, je sens dans mon corps que c'est fini. C'est terminé. Mais je suis incapable d'imaginer ne serait-ce qu'une seconde de ma vie sans pieds sans main. Comment on vit sans pieds sans main? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui rend la vie impossible sans pieds, sans mains au moment où tu y penses? Qu'est-ce qui te terrorise, en fait? Ou qu'est-ce qui te... Tout. C'est-à-dire que c'est comme si je voyais, ok, de quoi on a besoin pour vivre, en fait. Je sais pas, tu as des enfants, tu passes leurs mains tu passes ta main dans leurs cheveux, comment tu manges sans main, comment tu vas aux toilettes sans main, comment tu fais l'amour sans main, sans pied, sans main. C'est quoi la vie sexuelle quand tu n'as pas de pied, pas de main? Je me posais 1000 questions. Quel travail je vais faire? Est-ce que je vais exister dans cette société ou est-ce que je vais être la vieille handicapée de service aigrie qu'on vient voir pour cocher la case dans l'agenda tous les mois? Est-ce que mes parents ou mes enfants vont me demander de s'arrêter, que je m'arrête 20 minutes ou 20 mètres avant l'entrée de l'école pour pas que les gens me voient? J'en sais rien, en fait. C'est ça qui est C'est fou. aussi le regard des autres, quand même, de ce que... Ouais, de le ce regard qu'on va- des gens. Est-ce que... Oh, mais en fait, je vais devenir un monstre. Je leur ai dit, mais laissez-moi du temps. 3 heures, je peux pas. Je suis pas prête. Je me disais, je suis pas prête. Et il y a une voix dans ma tête qui dit, mais tu seras prête quand? On peut être prêt quand? Si on te laissait 3 semaines ou 3 ans. En 3 ans, tu crois que tu serais plus prête? T'as 3 heures, et j'imagine qu'à la dernière minute... C'est ça, 16h59. Enfin, ou 16h57, parce que je me suis dit, on sait jamais s'ils ferment le standard 1 minute plus tôt, tu vois. 16h57, à peu près, j'ai passé ce coup de fil. Donc t'appelles pour dire, OK, on y va. Et là... Je me rappelle pas de la journée que j'ai passée, je me rappelle de la veille de l'opération. Je savais que l'ambulance viendrait me chercher à 5h du matin dans la chambre.
La veille, on me donne un comprimé pour que je dorme. Tu vois ? Je le prends pas. Je dors comme un bébé. Je n'explique pas ça. Je me suis endormie, mais comme une fleur. En fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision, c'est bon, c'était parti. C'était comme si j'étais déjà amputée, en fait. C'est comme si j'avais peur, mais je pleurais plus. J'étais plus dominée par cette peur. Elle était là, la peur. Mais elle me dirigeait plus dans mes émotions. Et donc le lendemain, bah voilà, amputation, ça dure longtemps. J'avais dit à mon compagnon, je veux pas regarder mes jambes si t'es pas là. Je veux pas être toute seule pour voir ça, quoi. En fait, j'étais terrifiée de la vision. Comment on réagit quand on a ses jambes coupées? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que on fait une crise cardiaque? Est-ce que on devient... Peut-être que je vais devenir folle, en fait. Ça se trouve, je vais péter une pile et je vais totalement perdre la boule. J'en sais rien, moi. J'en sais rien. Enfin, je me suis fait opérer des dents de sagesse, je me suis fait un jour opérer du pied, mais je connaissais toujours quelqu'un qui était capable de me dire « Ah ouais, ça m'est arrivé, t'inquiète pas, ça pique, c'est bon, ça passe. » Là, t'en connais pas des quadrilles en plus. Ah non. Donc, on m'opère des pieds, je me réveille en salle de réveil, je me rappelle très bien tout de suite où je suis, pourquoi. J'attends mon conjoint et il vient pas. Et il est minuit, parce que l'opération a duré, et on le laisse pas rentrer dans l'hôpital. Donc, il m'appelle, il me dit « Je peux pas rentrer ». Je dis « Écoute, c'est pas grave, on regardera demain mes jambes ». En fait, ils ont mis le drap de lit au-dessus du pied de lit, donc je vois pas la longueur de mes jambes, je peux pas voir. Il faudrait que je soulève le drap pour ça. Et je me dis « Non, moi petite, moi pas capable, moi peur, non, je t'attends, tu viens demain, on regarde ensemble ». Mais j'imagine qu'il y a des bandages. Ouais, il y a des gros bandages. Mais tu les vois pas parce que il y a comme un arceau, tu vois, au-dessus de tes jambes. Donc tu vois pas la longueur de tes jambes. Et je me dis, je regarderai demain avec lui. Sauf que, encore une fois, voilà, la vie m'a pas laissé le choix. Il y a 2 infirmières qui rentrent, qui me disent on vous a amené un verre d'eau, vous voulez boire? Je dis bah oui, oui. Et elles me disent on va vous relever parce que là vous êtes allongés, on va vous relever pour vous aider à boire. Elles me relèvent par-dessous les épaules, chacune d'un côté. Et là je sens. Parce que l'anesthésie fait moins effet. Et donc je sens, avec le déplacement, que j'ai plus de pieds, je sens plus rien. C'est plus là. Elles partent, j'attends qu'elles partent. Parce que j'ai envie de pleurer à ce moment-là, mais comme j'ai encore un peu d'orgueil, j'attends qu'elles partent. Parce que là, il faut que je sois seule. Là. Parce que émotionnellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc tu sens, mais tu n'as pas regardé encore, Ouais, c'est ça? j'ai pas regardé, mais je sens. J'ai refusé de regarder, mais la vie m'a confrontée à la découverte sensorielle de ça. Je prends ce qui me reste de main, mes bâtons de main. Je soulève le drap et là, je vois qu'il me reste 20 cm de jambes en dessous de chaque genou. Je vois que j'ai mes genoux, déjà. Je repose le drap. Je m'effondre. Pendant, je ne sais pas trop combien de temps, 5 minutes, j'en sais rien. Je m'effondre. Et là, à ce moment-là, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'il n'y a plus de questions. Maintenant, ton nouveau corps, c'est ça. Et je sais à ce moment-là que je m'autorise totalement à passer par la rage, la tristesse, la colère, les crises de larmes qui vont arriver. Parce que je sais. Je vais pas essayer de lutter contre ça. J'ai le droit. Par contre, c'est pas OK, c'est pas l'acceptation, tu sais, on parle beaucoup d'acceptation, machin. Oui, l'acceptation, c'est pas oui, génial quoi, je vais être forte, je vais y arriver. Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est une acceptation qui dit bon, je sais pas pourquoi ça m'arrive. C'est pas vraiment ce que j'avais programmé. J'ai pas le choix. Alors d'accord. J'accepte de faire un pas vers cette réalité-là. Donc tu rentres assez rapidement au centre de rééducation, c'est ça? Ouais. Tu as quand même un mental et un corps de danseuse. Oui. Ça m'a aidé beaucoup. Ça t'a aidé beaucoup. Ouais. Tu apprends à compenser avec les cuisses, les abdominaux et le dos. Je vois que tu t'es renseigné. C'est ce qui est écrit sur le prompteur. C'est ça, hein? Pas mal fait ce prompteur. Comme on n'a plus de cheville et plus de mollets et plus de plantes de pied, on compense, on fait l'équilibre avec les muscles supérieurs. D'accord, mais ça c'est instinctif. Oui, mais il faut se remuscler du coup. Quand tu sors de 3 semaines de coma, t'es un chamallow. Tu peux pas tout de suite te remettre dessus. Tu es rapidement équipé de prothèses au genou, c'est ça? Au bout d'1 mois et demi.
Ils estiment que je suis suffisamment remusclée et puis que j'ai une base musculaire suffisamment solide au départ pour pouvoir tenir l'équilibre et commencer à apprendre à marcher sur ce qu'on appelle des prothèses, mais ce que je découvre être des échasses, en fait. Parce que c'est ça. La sensation, c'est ça. Tu marches à genoux, mais sur des échasses de 30-35 cm. Tu y arrives tout de suite à marcher? Non, c'est super compliqué. La première C'est fois, comme sur des échasses, quoi, au début. ouais. Je suis en joie, je me dis, ah là là, c'est fou pour moi, me remettre debout. Ça fait 3 mois que je regarde les gens soit allongés, soit assis dans un fauteuil. Donc, me remettre debout, je vois ça comme, j'ai 5 ans et demi avant Noël, quoi. Et je me dis, ça va être super, puis je vais tout déchirer, tu vois. Sauf que on me met dessus, et là, je déchante, quoi. Et je sais que je dis au kiné, je dis, je vais pas y arriver. Alors, je tombe pas parce t'es entre 2 barres et on me met comme moi, j'ai les bras trop courts pour me tenir aux barres, puis j'ai pas de main, je peux pas me tenir aux barres, tu vois. Donc, on me met un step en équilibre sur les 2 barres et je m'appuie sur le step. Et puis, ils sont derrière moi pour pas que je tombe. Et je fais juste un pas le premier jour, c'est tout. Ah, un pas quand même. Un pas, ouais. Ton premier en 1 mois et demi. Ouais. Comment se passent tes repas, par exemple? On me donne à manger, donc je suis tombée toujours sur des équipes médicales extraordinaires. Du coup, je connaissais leur vie parce qu'on te donne à manger, elles te racontent leur life un peu, tu vois. Et j'expérimente la dépendance totale. Et tu le vis, ça va? Écoute, j'essaie de me dire que ça va pas durer. C'était un long soupir quand même. Ouais, c'est dur. Tu peux pas aller aux toilettes, t'as aucune intimité, quoi. Aucune intimité. Tu veux changer de chaîne, il faut que t'appelles quelqu'un. T'as rien. Tu peux pas parler au téléphone avec les gens parce que tu peux pas, t'es encore bandé, tu peux pas, ça marche pas. Mais en fait, c'était super parce que c'est à ce moment-là que j'ai pu faire une rétrospective des 42 premières années de ma vie. T'es seule, t'es dans le silence, t'as envie de voir personne. Donc les gens sont au courant, tu leur as dit c'est bon, j'avais besoin d'être toute seule avec moi-même, quoi. Et donc c'est à ce moment-là que je regarde, tu parlais en début d'émission de la Lucie d'avant. Et là, je la vois, quoi. Là, je la vois. Je me dis, mais t'aurais imaginé ça, toi? Et je la vois se débattre pour gérer sa vie, pour tout contrôler, pour atteindre des choses, obtenir des choses, pour réussir, pour... Et je me dis, mais quelle fatigue! Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et là, je me dis, quelle que soit la manière dont je vais ressortir de cette expérience, ça ne pourra plus jamais être pareil. Et en fait, le plafond de verre au-dessus de ma tête pète à ce moment-là. Tu fais une rencontre marquante à l'hôpital, enfin au centre de rééducation, avec une jeune fille atteinte d'une leucémie et qui a été amputée d'une jambe. C'est ça. Une jambe et quelques doigts. Alors une jambe, un pied et quelques doigts. Et si tu veux, quand j'arrive en centre de rééducation, je suis contente au début d'arriver parce que je me dis, je vais rencontrer des gens comme moi. À l'hôpital, on n'arrête pas de me dire, tu vas rencontrer des gens comme toi. J'en ai marre, moi, de voir des ambidextres sur leurs 2 pieds. J'ai envie de, je sais pas, de parler avec des gens qui ont vécu pas la même chose, ou presque. Donc j'ai hâte. Et j'arrive au centre, et je me rends compte que, ok, en fait, je suis tout en bas de la chaîne alimentaire, quoi. Je suis vraiment la cassos du lieu, quoi. Parce que, y a personne qui est quadri-amputé. Oui. On peut Ils ont toujours tous, trouver plus amputé que soi, quand même. Non? Là, pour le coup, là, alors je sais que non. ça existe, mais Oui. là, Ouais. non. Là, non. Donc, dans ma tête, je me disais, ça va, quoi. Toi, tu te plains, mais il te reste une jambe, quoi. Une jambe pour l'équilibre, c'est capital. Ça peut te faire ton équilibre du corps. Hein. Donc, j'avais pas envie de parler. J'étais pas bien. Tu vois, je me suis dit, en fait, je trouverai pas le réconfort ici que je cherche. Et donc, je rencontre cette jeune fille. Une des rares fois où je me dis, allez, je vais sortir dans le parc. Donc, j'y vais avec mon fauteuil roulant électrique. Là, je pousse le bouton avec mon pansement. Et je la croise, cette jeune fille. Et je l'avais remarquée, elle avait un chiffon sur la tête. Et on s'arrête et on discute. Et elle se présente. Et entre nous, c'est facile, tu vois. Toi, il t'est arrivé quoi? Il n'y a pas de tabou, en fait. Et je lui explique ce qui m'est arrivé. Et moi, je dis, et toi, il t'est arrivé quoi? Moi, j'ai eu une grippe. Et une grippe qui a mal tourné. Donc j'ai fini une grippe grave et j'ai fini en réanimation. Même chose que toi, nécrose. Donc on m'a amputé d'1 pied et de quelques doigts.
Mais le problème, c'est que quand j'étais dans le coma, par hasard, on m'a découvert une leucémie. Donc, je jongle entre la rééducation et l'hôpital pour mes chimios. Et là, je prends ce qui sera la première leçon de toute cette expérience, la première des nombreuses leçons de toute cette expérience, où je comprends que je me suis prise pour le curseur de la souffrance de ce monde. Et la vie est en train de me montrer, même si je le sais, mais tu sais pas ce que vivent les gens, quoi. Même les gens valides. Je connais beaucoup de personnes en situation de handicap qui disent « Ouais, les valides, ils ont de la chance. » Les valides, ils ont de la chance. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce qu'ils vivent à la maison Mais qu'est-ce qu'on sait de ce que vivent les gens? Je prends cette claque à ce moment-là. Et à ce moment-là, du coup, ça me resociabilise instantanément dans le centre. Ça me donne envie de reparler parce que j'observe les gens et je me rends compte qu'il y en a, en effet, ils sont amputés d'un bout du pied, quoi. Mais c'est un drame. Et j'ai de la compassion pour eux, quoi. Parce que je me dis, en fait, il ne faut pas regarder l'événement. Quand quelqu'un souffre, handicap ou pas, il n'y a pas besoin d'être inscrit à la MDPH pour être handicapé par la vie. Il y a des histoires de vie terriblement handicapantes, même si ce n'est pas le corps. Mais je comprends qu'il ne faut pas regarder l'événement, il faut regarder l'événement associé au niveau de force intérieure. Et là, tu regardes vraiment les choses comme elles sont. J'ai connu des gens qui vivaient plus mal que moi le fait d'être en effet amputés d'un doigt. Juste un doigt. Ils ont leurs pieds, ils ont leurs mains, il manque un index. Et ils s'en sortent pas. J'ai beaucoup de compassion, tu vois, pour ces gens-là, parce qu'en fait, c'est émouvant pour moi ça, parce que je me dis, putain, mais les gens n'ont pas contacté avec cette force, alors qu'ils l'ont. Je sais qu'ils l'ont. Tout le monde l'a. Donc après 4 mois de rééducation, tu rentres chez toi. Ouais. Où tu vas devoir accueillir tes 3 enfants, Ouais. qui étaient où avant ça? C'est leur père, dont j'étais séparée, mais leur père, à ce moment-là, fait une grave dépression. Et les enfants sont en danger. Vraiment. Donc je me dis, pas de pied, pas de main peut-être, mais au moins il me reste ma tête, quoi. Tu vois, ils sont plus en sécurité là-bas, il faut que je les reprenne, j'ai pas le choix. Donc je sors de rééducation prématurément, au bout de 4 mois. T'aurais dû faire plusieurs mois J'aurais encore. dû faire 6 mois de plus. Ah ouais. Ça, c'est un truc de fou. Donc, tu n'as plus le choix, tu dois sortir. Tu as à peine appris à marcher. Oui, je titube beaucoup. Hein. Et puis, les gestes du quotidien. Enfin, tu l'as dit, tu tu étais encore assez dépendante, j'imagine, de l'hôpital, enfin, du centre de rééducation. Alors, c'est pas le plus dur. Je ne suis pas au point, mais en même temps, encore une histoire de timing, de la vie, tu vois, qui provoque cette rentrée à la maison trop tôt. Du coup, je suis dans la vraie vie, là. Je sais plus, mes 2 heures d'ergothérapie où je réfléchis comment on va trouver une solution pour que je mange, pour que... Non. Là, il faut trouver la solution. Et pas comment tu fais alors pour manger, par exemple, ou pour faire à manger de tes enfants? Alors, tu dois leur faire des à manger. accessoires. Alors, je leur apprends. Ils apprennent à faire à manger. Ils apprennent. Ils avaient déjà appris, si tu veux. Mais là, à 13 ans, mon fils doit apprendre, quoi. Ma fille de 16 ans, elle sait déjà faire beaucoup de choses, parce que je les ai élevés comme ça. Mais j'accélère le rythme, tu vois, au début, le temps de trouver des aides ménagères, le temps d'organiser un peu le nouveau fonctionnement de la famille. Mais je ne suis pas au point. Mais du coup, quand tu n'as pas le choix, quand tu te rends compte que, en fait, quand tu n'as pas le choix, c'est un cadeau. Hein. C'est un sacré cadeau, parce que au centre, tu n'arrivais pas à t'habiller, tu n'arrivais pas à trouver une solution pour mettre le soutien-gorge, par exemple. Tu es chez toi, là, il faut que tu le mettes, le soutif, parce que... Moi, avec mes 2 mains, j'y arrive pas. Ouais, mais les mecs, vous n'êtes pas doués, on sait. Mais là, il faut que tu t'habilles. Pas le choix. Donc c'est là que je me rends compte, mais attends, j'ai pas besoin de m'embêter avec ces trucs-là. Je l'enfile par le bas, je sors par le haut, j'enfile par le bas. En fait, tu trouves des solutions. En fait, ton cerveau, dans l'urgence, tu sais, c'est comme en cas de guerre. Dans l'urgence, ton cerveau, quand tu t'ouvres, quand tu décides de pas, ouais, machin, truc, quand tu décides de t'ouvrir au truc, de dire, bon, comment je vais faire là? Comment je vais faire? Tu as des idées qui te seraient jamais venues avant. Donc comme quoi, que tu dis, tu t'habilles par le bas. Je comprends que, en fait, ok, je fais pas comme tout le monde, mais j'arrive à trouver une manière de faire pour tout. Comment tu te brosses les dents? Alors j'ai acheté une brosse à dents électrique et je la tiens entre mes bras. Comment tu bois un verre d'eau, c'est pareil, entre tes mains. Comment tu tiens une fourchette? Je la tiens pas. J'ai une cuillère avec un bracelet et je mange comme ça. J'ai une brosse à cheveux aussi.
Pareil, un accessoire pour mettre le déodorant. Ça, c'est des outils qui existent dans le commerce, qui ont été... Non, ça a été fait spécialement pour moi par les prothésistes du centre, pour m'aider dans ma rééducation au départ. Et puis, je fonctionne toujours comme ça aujourd'hui, tu vois. Tu as des prothèses donc pour tes pieds. Ouais. Tu n'en as pas pour tes mains. Ça existe aussi. Alors, j'en ai. Maintenant, c'est lourd. Moi, j'aime pas. Je suis pas à l'aise avec ça. Ça me gêne, ça m'alourdit, je suis pas bien. Je me reconnais plus en plus. Un jour, j'ai essayé, l'année dernière, des prothèses, ce qu'on appelle esthétiques. Ça veut dire des prothèses qui ressemblent vraiment à des vraies mains, quoi. Et c'est incroyable. C'est-à-dire on verrait pas de différence entre ta main et la mienne, bon, à part ta pilosité, mais c'est incroyable. Et le prothésiste me fait essayer ça, il me dit ferme les yeux, parce que souvent c'est un choc pour les gens. Moi je dis un choc, il n'y a pas grand-chose qui peut me choquer aujourd'hui, quoi. Je ferme les yeux, il me les met, il me fait allez, 1, 2, 3, ouvre les yeux. Je lui ai demandé de me les enlever. Je pouvais pas. Donc tu arrivais à bouger les doigts, Non, tu n'arrives pas à bouger les doigts. Ça, c'est des esthétiques. C'est juste des esthétiques. Donc, c'est si tu veux cacher ton handicap dans la rue. D'accord. Non. Pourquoi faire? Alors, l'esthétique, je peux comprendre pourquoi faire. Si tu es à l'aise avec et tu dis, c'est moi ça aujourd'hui et je ne me reconnais pas si j'ai des mains. Ouais. Mais quand même, pour justement des prothèses mobiles qui te permettent de saisir ta brosse à dents, un gobelet. En fait, c'est pas si pratique. Enfin, tu sais, le handicap, c'est... tu restes un être humain, donc tu as tes préférences. Tu vois, tu restes avec tes préférences, avec la manière dont toi, tu as envie de faire les choses. Et autant pour les pieds, j'ai besoin d'avoir je suis très exigeante, j'ai besoin d'avoir du rebond, j'ai besoin d'avoir des lames pour courir, danser. Les mains, je me suis rendu compte qu'avec mes petits accessoires et la manière dont je m'en sortais, non, ça va. C'est plus encombrant pour moi de me dire, parce qu'en fait, les prothèses mécaniques, électriques, tu les commandes avec les muscles de tes bras, en contractant les muscles de tes bras. Okay. Ça commande l'ouverture de la main et la fermeture de la main. Tu dois te rappeler, quand tu avais une main, quand je l'ouvrais, ça faisait quoi? Et quand tu ouvres ta main, tu verras, si tu le fais toi-même maintenant, quand tu ouvres ta main, il se passe des choses au niveau de ton avant-bras. Il n'y a pas que ta main qui travaille, il y a tous les muscles dans le bras qui travaillent. Et donc, quand le capteur de la prothèse sent que le muscle bouge, pouf, elle ouvre. Et quand elle sent que le muscle se rétracte, elle ferme. Ok. Eh bien, moi, je trouve ça beaucoup... Et tu dois contrôler la force, tu vois, le rythme, la force et la vitesse avec laquelle tu contractes, parce que sinon, tu peux renverser le verre ou totalement l'écraser. Ben, je suis désolée, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de faire comme ça. Oui. Il y a des choses que j'arrive pas à faire. Tu vois, m'attacher les cheveux, je peux pas faire. Me laver le haut du dos, je peux pas faire. Et là, je demande de l'aide. Tu vois, ou cuisiner, j'adorais cuisiner. Aujourd'hui, ça m'arrive encore. Mais c'est fatigant. Je fais plus partie de ces gens qui peuvent dire « Ah, je prends une douche et j'arrive dans 5 minutes. » Non. Moi, une douche, j'ai besoin de 20 minutes, quoi. Le temps, tu vois, de me déshabiller, mais parce que je décide de faire les choses seule. Mais c'est fatigant. J'imagine que quand je vais vieillir, tu vois, peut-être, oui, en effet, j'aurai besoin d'une aide en permanence, plus qu'aujourd'hui. Les gestes du quotidien te prennent beaucoup plus de temps qu'avant? Alors, plus de temps, un peu plus de temps, pas toujours, mais surtout plus d'énergie. Donc, quand tu es rentré chez toi après 4 mois de rééducation, tout ça, tout ce que tu viens de raconter, bon, bah, ça se met en place doucement. Ça se met en place doucement. Ouais. Les enfants sont conciliants, ils sont avec toi, à tes côtés, ils sont à fond. Ils digèrent leur traumatisme aussi. Ouais. Et en même temps, ils apprennent. C'est dur pour eux aussi à ce moment-là. Ils se rendent compte que, waouh, la vie ne sera pas pareille, mais ce n'est pas le plus gros traumatisme, ça, pour eux. Le plus gros traumatisme, c'est mon conjoint. À ce moment-là, il vit avec nous un peu comme ça l'arrange. D'accord, il ne fait rien. Il m'attache les cheveux de temps en temps quand je lui demande. Okay. Ça, il fait. Mais ranger ses affaires ou... Non, c'est les enfants et moi qui devons faire. Il est violent, au moins verbalement. Verbalement, oui. Et un jour, il s'en prend à toi. Oui, il provoque... En fait, il provoquait des disputes de plus en plus. Et en même temps, moi, j'étais plus aussi docile. Tu vois, c'est-à-dire qu'un jour, chose que j'aurais jamais fait avant, un jour, je pose le sac de course, je venais de commander un drive, parce que financièrement non plus, il m'aidait pas. Et il me dit, mais demande aux enfants. Je dis, mais tu crois pas que de temps en temps, ça peut être à toi aussi de participer? Juste cette phrase-là. Mais c'était un blasphème pour lui. On était dans un niveau de soumission tel que juste cette phrase-là, je savais que je prenais un risque. Là, il reste très calme.
Et il me dit, moi j'ai des zéniths à remplir. Parce qu'il est artiste. Et là je comprends. Et là je me dis, même ça, Ouais. il comprend pas qu'il doit être moins centré sur lui. Moi à ce moment-là, je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que je viens de vivre. Je sais ce que j'ai vu sur mon lit d'hôpital avec comme un scarabée sur le dos, la Lucie que je jouais là, la dépendante affective soumise là. L'idée c'était pas de devenir une guerrière féministe, parce que c'est la même chose, c'est la même connerie. Mais juste être toi et dire quand non mais ça non, ça c'est non. Tu mérites pas ça. Tout ça va monter Ouais, c'est jusqu'à ça. une dispute. Ouais. où- Il rentre un soir, il dit pas bonjour, il est en colère. Il faisait souvent ça, très souvent ça avant. Il est en colère et toi tu dis bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, la dispute stupide. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah si, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Je vais quand même pas t'expliquer ce que t'as fait. Et il faisait souvent ça. Donc ça, là, après j'ai su que c'était parce que 3 jours avant, j'avais eu un regard apparemment qui lui avait pas plu. Donc il crie. Je viens de coucher les enfants, donc mes 3 enfants, son fils, parce qu'il me laissait aussi son fils quand il partait, je ne sais où. Soit il partait travailler, soit il partait, je sais pas. Et il hurle, et il commence à prendre ses affaires. Et là je me dis, mais ça va me tuer cette histoire. En fait je suis épuisée quoi. Je me suis pas remise du coma parce qu'il a fallu supporter les 2 amputations très très lourdes. Je me suis pas remise des 2 amputations parce qu'il a fallu aller en rééducation et trouver la force de remarcher et de, tu vois, il faut une force psychique et physique importante quand même. Et là, je rentre à la maison et c'est à moi de tout faire. Et en plus, il se permet d'arriver à 23h, de foutre les pieds sous la table et de hurler. Et là, je fais ce que j'ai jamais fait. J'ai une tasse de thé que je m'étais préparée, que ma fille m'avait préparée du coup. À l'époque, oui. Aujourd'hui, je me prépare toute seule, mais à l'époque, c'était certainement pas moi. Et je la balance. Je la balance par terre. Mais jamais j'ai fait ça. Signe de rébellion inacceptable. Tu vois. Et je balance la tasse. Et il était musicien, il y a son instrument aussi près de moi. Et pouf. En fait, j'envoie mon téléphone, la tasse, je pète un câble. En fait, les 3 dernières années que j'ai vécues avec lui, elles sortent à ce moment-là. Il est à 4 mètres de moi, il hurle, il court et il me frappe. À ce moment-là, moi, j'ai pas mes prothèses, donc je peux pas m'enfuir, tu vois. C'est comme taper quelqu'un qui est dans un fauteuil. Enfin, je suis sur le canapé, je peux pas bouger. Et puis même avec mes prothèses, je peux pas m'échapper, je cours pas à 100 mètres, comme tu l'as dit. Et donc, il me fait ça. Et ce geste-là, il demandera jamais pardon. Jamais. Il me demandera jamais pardon. Le lendemain, je lui mets le reste de ses affaires, parce qu'il avait oublié des détails. Mais là, je dis, il a pris toutes ses affaires. Je lui mets le reste de ses affaires, je lui envoie un message, je dis, écoute... je t'ai mis le reste de tes affaires, tu viens les chercher quand tu veux. Et il l'a très mal pris, il m'a envoyé un message en disant « C'est quelle femme qui fait ça, mettre les affaires de son homme dehors ?» Bah, je fais « T'es partie alors ?» Enfin, je sais pas en fait moi, tu vois. Sauf que là, il y avait eu ce coup. Hors de question, je pouvais pas revenir. Tant qu'il n'y avait pas des excuses. Moi, j'étais défaite à ce moment-là. Parce que, même s'il était ce qu'il était, la personne sur laquelle je comptais le plus, c'était lui aussi. Un mois après, il revient et il me propose qu'on revienne ensemble, mais selon ses règles. Alors, j'ai rigolé à l'intérieur de moi, je me dis, c'était quoi avant parce que Et donc, ses règles, c'est qu'on vive séparément. Lui dans son appartement et moi dans ma maison à m'occuper des enfants. Et je me dis, je lui dis, écoute, même dans le projet de vie de couple que tu veux, moi, j'adhère pas, quoi. Tu vois bien que... Mais à ce moment-là, j'en suis pas encore sûre, tu vois. L'emprise est encore là, je peux encore flancher. Mais il me dit cette phrase magnifique. Il me dit, réfléchis bien parce que maintenant que t'es comme t'es, tu trouveras plus jamais personne dans ta vie. Et cette phrase-là, mais merci. Parce qu'à l'intérieur, là, ça fait... C'est une phrase horrible. Ouais. Horrible, mais salvatrice. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, là, c'est vraiment fini. Là, c'est vraiment, vraiment terminé. Et ça s'est terminé là. Ouais. Avec lui. Ouais. Tu l'as jamais revu? Non. Je crois, tant mieux. Alors, il y a eu 6 mois de messages interposés, d'insultes et compagnie. Parce qu'il avait ma voiture, il ne me la rendait pas. Donc, j'ai dû passer par la police et j'ai récupéré ma voiture. Et là, c'était fini. C'est un peu ton autre palu, lui. Ouais. C'est une chose horrible, mais qui t'a permis de grandir. J'adore la manière dont tu le dis. Mais c'est tellement ça, c'est-à-dire que, bien sûr, je ne vais pas aller boire un café demain avec lui. Parce que je sais très bien avec qui je vais parler.
Je vais parler avec sa fierté, sa haine. Et encore, peut-être qu'il a évolué, j'en sais rien, mais j'ai pas envie. Mais si je regarde mon expérience, quand il est parti, ça m'a mis dans un gouffre pas possible, mais très rapidement. Tu vois, en fait, j'étais surprise au début de... Attends, je peux parler là sans que ça déclenche un tsunami qui va durer 48 heures. Il y a un homme qui m'appelle, un ami, je peux rire avec lui de manière innocente, sans qu'il y ait des représailles. Waouh! En fait, je me rappelle de ce que c'est d'être libre. Donc rapidement, je me suis dit, attends. Non, mais en fait, j'ai encore des choses à vivre, en fait. Et donc, je change mon mindset. À partir de ce moment-là, bien sûr que je suis dans la merde. Si tu regardes sur le papier, je suis dans la merde, en fait. On n'en a pas parlé, mais tu vis avec quoi? T'as À ce moment-là, je suis en arrêt maladie. Tu es en arrêt maladie. Ouais. Tant que tu n'as pas tes prothèses, que tu n'es pas stabilisé, que ton corps n'est pas stabilisé dans sa forme. Donc, j'avais pas beaucoup, mais je peux te le dire, 1 800 €. D'accord. Mais pour vivre avec 3 enfants. Avec seul. 3 enfants. Payer le loyer, etc. Alors, à l'époque, il faut se rappeler que tu n'as pas encore tes prothèses. Alors, j'ai pas les prothèses que j'ai là. D'accord. Je peux les montrer, hein, je sais pas ça. Ouais. Mais j'ai d'autres prothèses, qui sont des prothèses de base, remboursées par la sécurité sociale. Donc, il n'y a pas la petite lame que tu vois là, qui permet le rebond. Ok. Tu vois, là, ça permet un petit peu de rebond, ce qui fait que s'il y a un bus qui me vient dessus, je peux courir un peu pour sauver ma peau, tu vois. Ok. Je me souviens de mes enfants. La sécurité sociale, elle te propose le tube un peu basique. D'accord. Elle propose d'autres choses aussi, mais qui ne me convenaient pas. Donc à ce moment-là, quand tu es chez toi, au départ de monsieur... J'ai la prothèse de base. Tu peux marcher, même si c'est pas un C'est pas ouf, mais je peux marcher. Ouais. Donc, mais tu vas décider d'avoir mieux et tu lances une cagnotte en ligne, c'est ça? Ouais. Où tu vas récolter 125 000 €, ce qui est énorme. Incroyable. Tu vas expliquer comment. En fait, je reçois des messages des gens qui me disent « mais on veut t'aider ». Mais comment tu fais pour que les gens te donnent? Mais en fait, au début, je dis non. Et je me retrouve un jour dans le parc du centre. Je suis sur mon fauteuil, je suis toute seule. Et pareil, je me dis en fait, t'as la trouille. En fait, t'as peur, que ça marche pas. Et que ça te mette dans un mood, tu vois, où tu te sens une merde. Et t'as peur aussi de t'exposer. Voilà. Voilà de quoi t'as peur. Voilà pourquoi tu fais pas la cagnotte. C'est pas ton histoire que t'as pas envie de quémander. On s'invente tellement d'histoires pour se faire passer pour une bonne personne. Et là, je me suis dit non, là t'es encore en train de te faire passer pour une bonne personne, t'arrêtes ça. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois être honnête avec toi-même. Ta sœur te Ma sœur me fait la cagnotte. J'ai une amie qui est sur les réseaux qui s'appelle Charlotte Hoffman, qui a une communauté de 100 000 sur YouTube et Insta et Facebook, bref. Et elle me dit, Lucie, fais une cagnotte, quoi. Moi, je la relaye et puis je dis, mais je sais pas faire les vidéos, je sais pas faire les montages, j'y connais rien, j'ai pas l'énergie pour ça, je dois apprendre à tout faire, j'ai pas l'énergie. Et elle me dit, attends, je vais demander à un petit gars, et le petit gars en question s'appelle, il est sur les réseaux, c'est Lucas GRDN, et il dit, mais je vais m'occuper du montage et je vous envoie les vidéos. Donc, je réponds aux questions qu'on m'a proposées pour expliquer l'histoire et demander de l'aide. Et Lucas, celui qui fait le montage, il voit ça, il dit, mais attends, mais moi, je suis en train de chercher un nouveau contenu pour donner un nouvel élan à mon réseau parce que ça me va plus ce que je fais. Je veux du sens humain. Il me dit, mais c'est parfait là. C'est exactement. Laisse-moi faire pas une interview, pas une vidéo, mais 10 vidéos de ton histoire et je vais poster ça sur mes réseaux. Ok. Et là, je me rends compte qu'il a 2 millions d'abonnés sur TikTok, plusieurs centaines de milliers sur Instagram. Je me dis, mais merde, c'est fou. Et donc, du coup, il poste la cagnotte, il poste la première vidéo un samedi soir. Ma famille était déjà au courant pendant mon coma que j'allais être amputée des 4 membres et qu'on pourrait... Le dimanche matin, je me réveille. Je regarde comme ça, tu vois, je me dis, il y a peut-être 50 balles de dons, quoi. Il y avait 5 000 € le lendemain matin. Je me dis, c'est quoi ça? Et je reçois des messages de soutien de gens que je connais même pas. Il y a des gens qui donnent 1 €. Ça veut dire qu'ils remplissent le formulaire, ils prennent le temps, tu vois, de faire tout ça pour donner 1 €. Mais le temps qu'ils prennent, tu vois, en fait, ça me dépasse. Je les connais même pas, ces gens. En tout, il y a eu 4 000 dons presque. Les gens, quand même, donnent plus d'un euro. La moyenne, c'était 50 €, je crois. 50 par €. personne, ouais. À ce moment-là, je me dis que je vais m'en sortir. Et surtout, ça m'aide parce que
je reçois de la bienveillance. Et ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas dit des choses qui m'ont fait du bien. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas encouragée. Donc, tu as quand même l'objectif, en faisant ces vidéos, de récolter de l'argent pour avoir de nouvelles prothèses Ouais. qui ressemblent à peu près à celles Ouais. que tu as Et aujourd'hui. une voiture adaptée aussi. Et une voiture adaptée. Ouais. 125 000 €. Les prothèses coûtent entre 30 000 et 100 000 €, c'est ça? Ouais, pour en les mains. fonction Mais Ah, j'ai pour les pas, mains. assez. Parce que c'est faut les changer. C'est pas à D'accord. vie. Donc, c'est celles qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, ça coûte quand même Oui. très très cher. Une main avec les 5 doigts qui bougent, ça coûte 80 000 € par main. Et elle est garantie 5 ans. Ah oui, Donc ça veut dire que potentiellement, tous les 5-7 ans, il faut la changer. ah d'accord. Donc 160 000 € tous les 5-7 ans. Mais je pourrais jamais. Et la sécu pour les mains, elle te donne quoi alors? Des mains Alors qui une bougent main pas qu'on appelle la pince. Donc ça veut dire qu'elle bouge le doigt et l'index. Tu peux ouvrir le doigt, le pouce et l'index. Tu ouvres le pouce et l'index, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. Puis il y a plein de choses, tu vois, un monte-escalier à la maison, un fauteuil roulant, tout ça. La MDPH finance 75% des dépenses. Mais il y a des fois des grosses dépenses. Donc 25% pas financées, ça fait de l'argent, quoi. Moi, je pleurais tous les jours. Pendant que toi, tu regardais ton téléphone, moi, j'étais en larmes. Même encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très fort pour moi. C'était l'élan qui a eu. Donc, merci à toi. Donc ça se passe combien de temps après Alors il part en janvier 2024 et dans les 6 mois après son départ, il y a une troupe qui m'appelle pour danser. Il y a les Jeux Olympiques qui m'appellent, le comité des JO pour apparaître sur les écrans géants de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Jamais il s'est passé des choses de cette envergure-là avant. Mais j'étais tellement fermée, tu vois, j'étais tellement centrée sur le rendre heureux, ne pas le mettre en colère, peut-être pour qu'il aille pas voir ailleurs, tu vois. J'étais tellement... Je levais même pas la tête, quoi. Et là, je me dis, ok, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et en perdant tout, j'ai jamais eu une foi en la vie aussi grande. Je me suis dit, rien à foutre. Vas-y, tu sais quoi, vas-y. En fait, c'est un peu comme si j'avais dit à la vie, vas-y. Vas-y à ma place, parce que en voulant obtenir, en voulant contrôler, en voulant réussir, regarde où j'en suis. Alors, tu sais quoi, vas-y, fais-toi ma place. Vas-y. Et donc, il y a une photographe qui m'appelle pour me dire, écoute, j'ai pas d'argent, mais je veux t'offrir une séance photo si ça peut t'aider à accepter ton image. J'aurais dit non avant. Là, je dis oui, je m'éclate. Je trouve les photos super. Je me dis trop bien. Ça me réconcilie avec mon image. Du coup, quelques mois après, on m'appelle pour danser dans un stage et tout. Je vais danser. Au début, je suis pas très à l'aise avec les prothèses. Puis j'ai la dame qui vient me voir qui me dit, pourquoi t'enlèves pas tes trucs là? Je me dis, mais ça va pas ou quoi, elle est folle, elle. Et après, je me dis, ah ouais, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je connais personne ici. Et je me suis dit, t'as encore peur? T'as encore peur? C'est parti. Je m'assois, j'enlève mes trucs, je danse à genoux. En dansant à genoux, je suis à nouveau en contact avec le sol, je suis à nouveau en équilibre, j'ai le bassin qui est de nouveau mobile. Je redécouvre les sensations. Je me dis, mais non, mais c'est pas fini, je vais encore danser. 2 mois après ça, il y a une compagnie inclusive parisienne qui m'appelle, qui me dit, on veut faire un duo avec toi. Une troupe de danse qui mêle donc danse de valide et d'invalide. Et vous faites des tournées. Un spectacle qui s'appelle, alors moi je suis en duo avec Régis Tsumbu, qui est un Gabonais, c'est quand même marrant. Je dis, la vie a le sens de l'humour quand même des fois. Mais... C'est un total hasard? Bah oui, Ouais. c'est ça qui est fou. T'es pas allé chercher un Gabonais? Ah non, mais c'est eux qui m'ont contacté. C'est eux qui t'ont contacté? C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont dit, écoute, il y a un chorégraphe dans la troupe, ça fait des mois qu'il cherche une femme en situation de handicap pour faire un duo sur la résilience, parce que lui, il a vécu un passé en Afrique qui est pas facile. Pourtant, il n'est pas handicapé, mais il a une histoire de vie handicapante. Et il me dit, ok, on voudrait faire un duo avec toi. Je suis, bah écoutez, ouais, je sais pas, ouais, ok, c'est où l'audition, quoi? Non, mais t'as pas compris. Il n'y a pas d'audition, en fait. C'est bon. Si tu dis oui, tu viens la semaine prochaine, on commence à bosser. Ok. En fait, les rencontres arrivaient, les unes après les autres, jusqu'à la rencontre avec Claudio Alessi, qui est mon coach et ami d'aujourd'hui, qui est suisse, qui est multi-champion du monde de karaté, recordman dans le Guinness, de plein de choses. Donc là, on est en 2024. Ouais. Tu es contacté par ce Claudio Alessi. Ouais. 8 mois après le départ coach de mon conjoint. Suisse, membre de l'association Nos Différences, c'est Ouais, ça? c'est ça. Il me dit, écoute, moi j'ai une association Handi-Valide depuis des années, je suis président, j'ai bientôt 60 ans. Mon rêve, c'est de faire le Mont Fuji. J'ai fait des tas de trucs incroyables dans ma vie, mais mon rêve à moi, mon rêve, c'est de faire le Mont Fuji. Et donc, j'ai le ministère des Affaires étrangères avec moi, j'ai le consulat du Japon avec moi, tout est prêt pour que je le fasse tout seul.
Mais j'ai vu une vidéo de toi et ça a été très clair qu'il fallait pas que je fasse ça tout seul. Est-ce que tu veux venir avec moi? C'est une sorte de défi qu'il te propose. Oui. L'ascension du mont Fuji, ça c'est Mais surtout sans pied sans main, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, c'est comme si tu montais le mont Fuji à genoux sur des échasses et avec des moufles, quoi. Sans pouvoir t'aider des mains. Le mont Fuji, c'est une ascension de 14 km Ouais. avec un fort dénivelé de 3776 mètres. Oui. Au Japon, donc c'est quand même pas rien, Ouais. même avec ses deux jambes et ses deux... Oui, même avec ses deux jambes, ça reste... faut s'entraîner un peu, mais c'est pas... je pense que c'est à la portée de n'importe quelle personne en bonne santé. Et vous partez, vous vous entraînez, et vous partez en juillet 2025, donc Ouais. là c'était l'été dernier, Ouais. et tu réussis les doigts dans le nez. Ouais. Non sans mal. Mais Non sans mal quand même. Ah ben bien sûr. Mais cette souffrance physique et mentale, elle est... tu vois, c'est là la souffrance. La souffrance quand tu es en train de déployer quelque chose d'important pour toi, tu t'en fous en fait. Tu vois, on parlait de la douleur, tu vois, quand tu paniques parce que la douleur, là, tu vas mourir, ou la douleur quand tu es en train d'accoucher, de monter le mont Fuji, bah là, c'était une douleur d'accouchement. J'avais mal partout. J'avais surtout mal au niveau de la peau qui entoure mes tibias sectionnés parce que j'avais des hématomes, évidemment. Mais on arrive à 4 h du matin au sommet, au pays du soleil levant. Il y a la mer de nuages sous nos yeux. Il y a le vent là-haut. Et on voit que le soleil va arriver, quoi. Et là... Il est 4 h du matin au local, sur le mont Fuji. Et je vous montre ce que je vois. On y est arrivé. C'est un moment fort pour moi, tu vois, même aujourd'hui, parce que tout ce en quoi j'avais cru, qui avait commencé à se manifester, tu vois, avec des rencontres où je me disais, mais merde, en fait, il suffit de croire en la vie, quoi. Il suffit d'accepter de lâcher le rôle de victime pour y croire vraiment, pour que les choses arrivent. Là, jusqu'ici, ça s'était manifesté avec des propositions, des rencontres extraordinaires, etc. Là, j'étais sur le toit du Japon. Sans pied, sans main, devant le lever de soleil le plus beau de toute ma vie jusqu'ici. Donc j'avais devant moi la manifestation physique, matérielle, que, ouais, t'as bien fait d'y croire, c'était ça. C'était ça l'idée, c'était ça la réponse à la question, qu'est-ce que ça me demande? Ça me demande quoi? Ça me demande d'y croire, ça me demande d'arrêter de croire que je suis petite, ça me demande de croire que oui, je suis limitée, mais donc je suis aussi illimitée. Ça me demandait d'apprendre ça. Mais là, ça m'envahit, quoi. Et donc, je hurle. Je hurle. Une fois là-haut. Ouais. ouais, je hurle. Je hurle toute la douleur par laquelle je suis passée. Je hurle tout le cadeau que je me rends compte avoir reçu. Toute cette compréhension. Je hurle la joie d'avoir l'impression d'avoir compris comment la vie fonctionne. On a l'impression d'un aboutissement, en fait. C'était la fin de quelque chose, le début de la suite. Donc là, il y a encore plein de mont Fuji devant toi, ou c'est quoi l'idée? Non, mais c'est ça. Je pars dans 6 jours dans le désert marocain pour un trek. La norme, c'est 20 km par jour. Alors, je sais pas, j'ai jamais essayé de marcher dans le sable jusqu'ici. Comme j'ai pas de cheville, je sais que ça va être compliqué. Marcher dans le sable quand on a une cheville, c'est difficile déjà. Parce que t'as pas l'inertie, tu sais, ça absorbe le rebond. Et moi, j'ai pas de cheville. Donc, bon. Un trek dans le désert marocain, puis l'ascension du Breithorn. Breithorn, en Suisse, ouais, à 4100 et quelques mètres. Puis une portion du marathon d'Athènes en 2026 en courant. Alors, soit en courant, soit en marchant. On ne sait pas encore. D'accord, mais pas la totalité du... Non, pas la totalité, parce que 42 km, ça ferait trop de frottement sur ça. Et moi, j'ai envie de faire des défis qui sont pas dans la poche, mais que ça ne mette pas ma santé en danger. Parce que si je m'abîme, c'est la danse que j'ai plus, ou ça veut dire être en fauteuil pour m'occuper de mes enfants, j'ai pas envie. Moi, j'aime être debout.
Un livre aussi Oui. va bientôt paraître En avril. en avril chez Hachette. Ouais. Donc un livre qui parle de ton histoire. Tout ça, et puis le détail des apprentissages. C'est ça qui est important pour moi de partager. C'est ça que j'ai dans les tripes. Je le partage dans ce bouquin, je le partage dans les conférences maintenant, aujourd'hui. Même chose, tu vois, ça, c'est venu naturellement. On est venu à moi, j'ai rien fait. Des écoles, des assos, des entreprises qui m'ont contacté. Tout à l'heure, je sais pas du tout que je suis obsédé par la question, mais tu parlais de sexualité, Ouais. et tu te disais quand tu étais à l'hôpital, tu te disais, mais mon Dieu, comment, voilà, je suis une femme, t'as 40, t'as 40 C'est très bien ans. qu'on en parle. Alors, le premier critère, du coup, je croyais, je pense, à une technicité dans le sexe, en fait. Tu vois, il y a des positions, il y a un savoir-faire, etc., machin. Quand mon conjoint part, j'apprends, en fait, en recevant des messages d'hommes, beaucoup, j'apprends qu'il existe une communauté de gens qui sont attirés par le handicap. Ok. Voilà. On les appelle les devotees, en anglais. Et pour les hommes qui aiment, ou les femmes qui aiment les personnes amputées, spécialement, ça s'appelle les acrotomophiles. Donc je découvre ça parce que je reçois plein de messages, je me dis, c'est quoi ce truc? Au début, je trouve ça dégueulasse, jugement réactionnel. Et j'entame une discussion avec l'un d'eux qui m'explique, écoute, en fait, on est obligé de se cacher parce qu'on est jugé, mais pourquoi il y en a quand ils aiment les personnes un peu fortes, ou il y en a, ils aiment les grands, mais il y en a, ils aiment les petits. Toi, tu peux justifier pourquoi tu aimes les grands bruns? Bah non. Eh ben moi, c'est pareil, en fait. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Je suis attirée par les femmes amputées, mais je suis pas dégueulasse, je suis pas bizarre, je suis pas obsédée, je suis pas scato, tu vois. Je suis pas bizarre, en fait. Mais je sais pas, j'ai ça. J'y peux rien. Tu vois, et il m'explique ça. Et en fait, on entame une relation à distance, et puis un jour, on se rencontre. Et donc, j'ai ma première expérience à ce moment-là avec cet homme qui, finalement, là, je me sens en confiance. Parce que je sais que mon corps, pour lui, c'est le Graal. Du coup, quadri-amputé, si tu veux, là, il a chopé le gros lot, quoi. Donc, il y a cette première expérience. Maintenant, je découvre son âge réel. Puis pour moi, en termes de personnalité, ça ne matche pas, je mets fin au truc. Quelques mois après, je rencontre une autre personne. Du même Non, des dévotis. lui, il n'est pas dévoti. On fait connaissance et on entame une relation. Et là, c'est jusqu'ici la rencontre de ma vie. C'est-à-dire que je tombe sur un homme qui est d'une intelligence remarquable. Et il est gentil, mais il a ses positions, il a son caractère, c'est pas un chamallow. Et là, il me guérit. Il me guérit face à mon passé récent qui m'a mise un peu en méfiance. On a vécu 1 an de relation. Ça s'est terminé récemment parce que je me suis rendu compte rapidement que je passais mon temps à chercher en moi la réciprocité des sentiments qui me manifestaient. En gros, tu n'étais pas aussi amoureuse que lui J'étais de pas amoureuse. toi. C'était une personne extraordinaire. J'aurais aimé être amoureuse de lui, c'était pas le cas. Mais le fait de vivre une relation si complice avec quelqu'un, et je me suis rendu compte qu'en fait la complicité dans le sexe, l'inventivité, l'imagination, le niveau, même niveau technique, hein, est horrible parce qu'en fait tu te permets tellement de choses. C'était la première fois de ma vie que je vivais une sexualité mais sans aucun tabou, alors qu'avant j'avais un corps avec tout dessus. Et donc, j'expérimente avec lui le reflet de notre relation, la confiance. Et en même temps, c'était mon meilleur ami, la confidence. En fait, j'ai compris que la sexualité n'avait rien à voir avec une question de compétence ou de capacité corporelle. C'était même l'expérience la plus extraordinaire que j'avais eue de toute mon existence. Mais parce que moi aussi, je m'étais débarrassée de tous mes schémas, de tous mes doutes, des images de moi-même. Je savais que la vie était capable de tout. Je savais que moi aussi, j'étais capable de tout. Si j'y croyais, j'étais désinhibée totalement. Et donc, forcément, ta sexualité, après, elle est libérée, elle est magique. Ça donne presque envie d'être handicapé, alors. Écoute Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que je m'étais trompée sur le sexe, en fait, avant. Tu vois ? Merci beaucoup, Lucie. Avec joie. Tu as une façon, mais rien que de raconter ton histoire avec un sourire sincère, des yeux qui pétillent et qui montrent que tout ce que tu as vécu, tu le prends à 100%, à 800%. Je pense que tu ne changerais pas une ligne du destin que tu as vécu si on te proposait de réécrire l'histoire.
et d'effacer cet épisode du paludisme. Il y a une phrase de Grégory Mutombo, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'invite vraiment les gens à aller voir ce qu'il dit, qui est parfaite. Il dit « Pour rien au monde, j'aimerais revivre ce que j'ai vécu. Mais pour rien au monde, j'aimerais qu'on me l'enlève. » C'est ça. Tu crois que tu es plus heureuse aujourd'hui qu'avant? Mais 1000 fois plus heureuse. J'accepte mon image. J'ai jamais accepté mon image. J'avais des a priori. En fait, j'avais des pensées qui n'étaient pas les miennes, qui étaient la pensée collective. Je croyais savoir ce qui était possible, ce qui n'était pas. Je croyais. Des fois, je disais des trucs comme « bah la vie, c'est comme ça ». T'entends plus jamais ça de ma bouche là aujourd'hui. C'est vrai qu'on a envie de vivre en t'écoutant, on a envie de monter le mont Fuji, on a envie d'aller danser, on a envie d'aller, je ne sais pas moi, être aux Jeux Olympiques. On a envie de parler, de tout se permettre, de sourire, de rigoler et de prendre les choses avec à la fois légèreté et tout en conscience. Et merci pour tout ça. Merci pour l'accueil, l'invitation. Merci à toi.